Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour cette émission du livre en question. C'est une émission littéraire que vous retrouvez pratiquement chaque 2 semaines. Pour cette édition, nous allons parler d'économie avec un docteur Jacques Kiambou Didiema. Il est originaire de la République démocratique du Congo et docteur en économie industrielle de l'Université littorale des Côtes d'Opale en France. Il est actuellement professeur d'économie à l'Université de Moyen-Luala en République démocratique du Congo. Spécialiste de l'économie des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information, auteur de nombreux articles publiés dans des revues congolaises et internationales. Il est également professeur visiteur dans plusieurs universités. Alors docteur, cette présentation vous convient? Absolument. Ou bien si vous avez d'autres codes à votre A que vous voulez ajouter éventuellement. Non, ben ça va. Donc, la présentation me convient. Et je vous remercie d'abord, Simplice, de m'avoir invité sur le plateau de BZD TV pour qu'on puisse parler de mon ouvrage qui s'intitule « Éléments d'analyse économique ». C'est un ouvrage à caractère didactique à la base, je pense. Oui, ben c'est un ouvrage didactique, essai, c'est-à-dire didactique parce que cet ouvrage est l'émanation d'un fruit de 8 ans d'expérience d'enseignement d'économie en République démocratique du Congo. Mais quand je parle d'ouvrage essai, parce qu'il y a des chapitres ou des subsections que j'essaie d'ouvrir à la science, à la réflexion économique. Parce qu'il n'est pas particulièrement centré sur la République démocratique du Congo. Non, c'est un manuel universel. Donc, c'est un manuel sur lequel peuvent s'appuyer les étudiants congolais, les étudiants africains, voire même les étudiants européens. Voilà, donc avant tout propos, si vous allez nous expliquer quelques notions économiques, on parle de macroéconomie, microéconomie, bon, ce sont des notions qui sont parfois récurrentes dans votre livre, notamment à la page 20 et 21. Bon, peut-être après on reviendra sur ces pages, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ces notions? Oui, mais avant de commencer à expliquer la notion de la macroéconomie ou de la microéconomie, même en tant que professeur d'économie, il me semble qu'il faudrait faire les choses de manière simple. Il faudrait d'abord commencer par la définition de l'économie elle-même. Mais pour définir l'économie, il faudrait quand même que je fasse un petit rappel historique. Donc pour les téléspectateurs, j'aimerais qu'ils sachent que l'économie est une science jeune. Donc ses fondateurs sont des modernes, c'est-à-dire ce sont les classiques. Mais ça ne voudrait pas dire que avant l'avènement des classiques, il n'y a pas eu de réflexion économique. Toutes les réflexions économiques avant les classiques s'inscrivaient dans une période qualifiée de
pré-scientifique. Donc, ce n'est que en 1776 qu'Adam Smith, en publiant son ouvrage Recherche de la nature des causes sur la richesse des nations, qu'il va acter la naissance de l'économie en tant que science comparée à d'autres sciences telles que le droit, la théologie ou la philosophie. Parce qu'avant Adam Smith, l'économie était considérée comme une discipline auxiliaire. Donc, et maintenant, cette naissance de l'économie, lors de cette naissance de l'économie, l'économie s'est inscrite pas comme une science dure, elle s'est inscrite dans la famille de sciences sociales et de sciences humaines. Alors, comme science humaine, l'économie a pour objet et finalité la satisfaction de besoins humains. Ainsi, Alfred Marshall, économiste britannique de la fin du 19e siècle, le 20e siècle, pionnier de l'école néoclassique, va définir l'économie comme étant l'étude de l'activité de l'homme dans sa vie quotidienne. Mais comme science sociale, l'économie a pour vocation d'étudier les relations entre les hommes et les choses, mais aussi les relations entre les hommes. Ainsi, Edmond Malenvaux, un économiste français de renom, que je respecte beaucoup, que j'apprécie, va définir l'économie comme étant l'étude de savoir comment les économistes devraient utiliser les ressources rares pour satisfaire les besoins des hommes qui vivent en société. À travers la définition d'Edmond Malenvaux, donc on sent qu'il y a la dimension de production, consommation et redistribution. Donc la définition de Malenvaux est une définition assez moderne. Alors donc s'il y a plusieurs définitions d'économie, parce que là, j'en ai donné deux, mais je peux en donner plusieurs, c'est parce que la définition de l'économie a toujours été conditionnée par la problématique de l'économie. Or, la problématique de l'économie n'a jamais été constante. Donc, elle dépend de l'époque, de l'époque et du lieu où les questions économiques se posent. Et si on va transposer cela en Afrique, est-ce qu'il y a vraiment une économie africaine, ou est-ce qu'une économie africaine a existé par le passé, dans l'histoire? Et est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une économie véritablement africaine? Mais tout à l'heure, je venais de dire que l'économie est une science, au même titre que les autres sciences, sociales et humaines. Alors, parler d'une science économique africaine, ça n'a pas de sens, parce que la science est universelle. Donc, si l'Afrique aujourd'hui a des problèmes pour impulser son développement, c'est parce que les Africains ont peut-être mal appliqué certaines recettes économiques. Donc, oui. C'est là parce que par le passé, en Afrique, on avait aussi d'autres formes d'échange, par les cauries, le troc, c'était d'autres systèmes économiques aussi. Oui, mais c'était un système économique pré-scientifique, ça je l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie, de l'existence de l'économie à l'absence de la monnaie. Nos échanges se faisaient par des cauries, mais c'était de la monnaie traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'économie moderne. Donc, l'économie moderne, elle est universelle et s'applique aussi aux pays africains. Donc, il y a des outils de l'économie de développement que certains pays, notamment des pays latino-américains ou les pays sud-asiatiques, ont utilisé pour impulser leur croissance économique et passer du stade de pays en voie de développement aux pays dits émergents. Mais moi, je n'aime pas trop le mot émergent, j'aime plutôt parler de pays nouvellement industrialisés. Oui, à la page 23, par exemple, vous parlez de grands courants de la pensée économique. Alors, vu la crise actuelle que vit le monde,
Peut-on dire que tous ces courants économiques ont échoué? Vous savez, les différents courants économiques ont fait preuve de leur efficacité à leur époque et à des lieux bien précis. Prenons l'exemple du courant keynésien qui avait permis à la France de connaître les 30 glorieuses, qui avait permis de créer des marchés solvables. Ces courants ne plus adaptés aujourd'hui. Hein. Donc ces courants n'est viable que dans des situations de pénurie ou de reconstruction. Mais n'oublions pas que l'Afrique est en situation de pénurie et de construction, pour ne pas dire, si ce n'est pas dire reconstruction. Donc l'Afrique peut toujours recourir aux recettes keynésiennes pour impulser son développement. Mais nous devons prendre en compte le contexte, l'Afrique dans son contexte général. L'Afrique, le continent africain appartient aujourd'hui dans la mouvance, fait partie de la mouvance de la mondialisation. Donc on ne peut pas le retirer de la mondialisation. Alors si les dirigeants africains veulent appliquer des politiques économiques qui pourront demain permettre à l'Afrique de décoller économiquement, donc moi je pense que ils doivent faire la synthèse entre les thèses libérales sur lesquelles s'appuient les mouvements de la mondialisation et les thèses keynésiennes, c'est-à-dire interventionnistes, où l'État ne peut pas tout laisser à l'initiative privée. Il faudrait que l'État ait aussi des garde-fous, notamment dans le domaine de l'éducation et dans certains secteurs dits stratégiques. Et donc, à vous attendre, l'Afrique est donc condamnée à fonctionner dans ce schéma imposé par l'Occident? L'Afrique n'est pas condamnée à évoluer dans le schéma imposé par l'Occident. Sinon, les Africains seront amenés à réinventer leur science économique. La science économique, elle est là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc maintenant, c'est à nous de savoir faire de bonnes recettes. Mais les problèmes de l'Afrique, pourquoi certaines politiques qui ont fonctionné, qui ont montré leur efficacité ailleurs, n'arrivent pas à montrer leur efficacité sur le continent africain? C'est parce que en Afrique, il y a d'autres problèmes. Parce que les théories économiques sont toujours influencées du contexte dans lequel elles sont appliquées. Donc, il faut voir aussi, analyser aussi les cadres, par exemple, les cadres juridiques dans lesquels ces politiques sont appliquées. Les cadres sociaux, donc les cadres politiques. Est-ce qu'il y a l'instabilité politique en Afrique? Est-ce qu'il y a le respect de droits, le respect des règles qui puissent permettre le bon fonctionnement et le contrôle de l'État? Si tous ces éléments sont unis, ce qu'on appelle la bonne gouvernance, et je parie qu'en appliquant diverses politiques économiques en Afrique, l'Afrique va sortir de sa situation actuelle. Et parlons du cas de la RDC, puisque en entame, vous avez un peu parlé de la République démocratique du Congo. Donc, pour appliquer toute cette théorie, pour que ce pays connaisse véritablement le développement, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je préconise déjà que la RDC se dote d'un véritable État. Quand je parle d'un État de droit, un État moderne avec des organes de contrôle de pouvoir politique, économique et militaire. Que le prince ne soit pas au-dessus des lois. Alors si demain nous arrivons à mettre sur pied un tel État, je parie, il reviendra à l'État d'organiser l'espace économique, social et politique. Et là, vous verrez que la RDC, avec les potentiels qui est le sien, deviendra le pays moteur au niveau régional. Il y a beaucoup d'experts qui le disent, mais c'est la tâche à se concrétiser. Parce que tous les éléments ne sont pas réunis. Si on arrivait à réunir tous ces éléments, je parie que la RDC ne sera pas immobile, mais donc se mettra en marche. Et à ce moment-là, donc là, non seulement avant que
qu'elle se mette en marche, donc va se relever pour se mettre en marche et marcher vers l'émergence. Je crois que vous êtes professeur là-bas. Donc, qu'est-ce que, bon, dans vos cours, qu'est-ce que vous enseignez au-delà de tout ce qui est académique? Qu'est-ce que vous inculquez comme méthode et stratégie aux étudiants là-bas? Mais par exemple, à ma qualité d'enseignant, parce que nous qui sommes enseignants d'université, nous ne sommes pas que des enseignants, nous sommes aussi des chercheurs. Parce que l'enseignement, tout le monde peut enseigner. Un assistant qui m'assiste, et s'il est assidu au bout de 3 ans, il peut dispenser de manière efficace mes enseignements. Mais il n'est pas chercheur. Alors, moi, dans le cadre de mes recherches, par exemple, j'avais présenté une communication à Marrakech en 2010. C'était au moment où la République démocratique du Congo venait de signer le contrat, soi-disant win-win avec la Chine, c'est-à-dire les matières premières du Congo contre les infrastructures. Donc les matières premières contre les infrastructures. Mais je vous dis que ce contrat, ce n'est pas un contrat win-win, c'est plutôt un duel à somme nulle. Donc tout ce que le Congo perd, c'est ce que la Chine gagne. Mais ces types de contrats sont des contrats qui ne peuvent pas permettre à la République démocratique du Congo d'émerger. Et ça, je l'ai démontré. Parce qu'au moment où la RDC négociait ces contrats, les ratios de la dette de la RDC étaient déjà supérieurs. Donc quand je parle des ratios de la dette, c'est-à-dire les rapports entre la dette et le PIB. Ces ratios étaient supérieurs à 40%. Or, la théorie économique nous enseigne, lorsque le ratio de la dette est compris dans la fourchette de 30 et 40%, la dette devient un obstacle. Avec les contrats chinois, parce qu'ils nous ramenaient de l'argent, les gens disent qu'il n'y a pas eu de dette, ça ne pouvait pas gonfler la dette, mais c'est une dette implicite, parce que la République démocratique du Congo réalise ses recettes à travers ses exportations de matières premières. Et maintenant, si la Chine vient pomper les matières premières de la RDC contre la dette, donc il y a un manque à gagner pour la RDC. Donc ce qui fait que cela prive la RDC de ses richesses pour financer son développement. Les infrastructures, bien sûr, sont là, mais quel type d'infrastructure, quelle qualité d'infrastructure que les Chinois construisent en RDC? C'est là vrai aussi dans d'autres pays africains. Et vous qui vivez en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez fait part de vos remarques aux autorités? Je vais vous dire une chose. Les Chinois, je suis professeur au Maniema. Les Chinois... C'est où exactement le Maniema? Le Maniema, c'est la province d'origine du Premier ministre Matata Ponyo. Au nord, à l'est, au nord? Non, c'est à l'est de la RDC. Et du président Joseph Kabila. Et l'année dernière, les fêtes de l'indépendance nationale ont été organisées au Maniema. Alors, ils étaient obligés de refaire le boulevard que les Chinois venaient de construire, la route que les Chinois venaient de boulevard que les Chinois venaient de construire il y a cela une année. Au bout d'une année, la route n'était plus praticable, il fallait tout refaire. Donc vous comprenez, hein? Mais qui est dit dans cette situation? Bon, ça, ce sont des réalités qu'on voit souvent dans pas mal de pays africains. Et donc, à la page 51, vous faites allusion à Karl Marx. Nous savons tous que le marxisme a échoué, selon ce que l'histoire. Donc, pouvez-vous nous expliquer sommairement les raisons de l'échec de ce courant? Le courant marxiste... L'exemple de l'URSS à l'époque. Non, Karl Marx a décrit une situation de son époque. Il faudrait comprendre que Karl Marx a vécu l'avènement de la révolution industrielle. Et donc, il a vu comment le peuple britannique s'est paupérisé. Et Karl Marx a écrit, sa théorie en contradiction pour critiquer la théorie libérale telle que s'est déroulée sur les territoires britanniques. Donc, parce que si Karl Marx s'oppose, il s'est opposé à qui? Karl Marx s'est opposé aux classiques, mais il a repris aussi certains éléments
et concept des classiques. Il s'oppose aux classiques que sur le problème de la répartition de la richesse. Donc, il a constaté qu'il y avait une classe dominante incarnée par les capitalistes propriétaires de unités de production et une classe dominée qui est celle des travailleurs. Alors, Karl Marx a vu que le capitaliste n'est omnibulé que par les profits. À force de courir après les profits, les capitalistes remplaçaient la main-d'œuvre par les nouvelles technologies et par les machines. Et c'est là augmenter de plus en plus le chômage. Donc, il utilise un terme bien connu, l'armée des réserves de chômeurs. Et en plus, il conclut ceci. Il dit, mais là, les capitalistes courent un danger. Il exprimera dans son livre « Les Capitales » dans des termes assez ingénieux en disant « Les capitalistes est un système économique qui germe en lui son élément de destruction. » Bon, donc là, il n'avait pas tort. Donc il s'était dit, si, à force de vouloir courir après les profits, et à force de mettre les travailleurs au chômage, donc les systèmes capitalistes allaient vivre des types de crises. La crise de surproduction et la crise de la demande. Et cette crise donc, allait entraîner la faillite des entreprises non performantes. Et à terme, donc, allait se reconstituer les systèmes monopolistiques. Mais si le système marxiste a échoué, bon, je parie que... Oui, tous les pays, bon, les plus grands pays au monde... Courants contraires au capitalisme. Oui, bon, mais qui ont... C'est parce que les soviétiques, l'Union soviétique à l'époque, bon, ont appliqué les théories marxistes. Mais moi, j'ai toujours reproché à la théorie marxiste la dimension de la appropriation collective des unités de production. C'est-à-dire qu'il fallait que les unités de production appartiennent à l'État. Parce que lui-même, Marx dit, qui contrôle les infrastructures contrôle la superstructure. Les infrastructures chez Marx, ça voudrait dire les unités de production, l'ensemble des unités de production. Et la superstructure, ça veut dire l'ensemble des institutions qui constituent l'État. Donc c'est lui qui a la même base sur les moyens de production, influence l'État. Mais, vous savez, hein, je vais simplement vous donner un exemple. En 1957, le soviétique envoie une première fusée habitée dans l'espace, avant les Américains. Donc cela voudrait dire que leur système informatique était en avance par rapport au système américain. Mais comme ils avaient instauré le système d'appropriation collective, mais ce système n'est pas un système incitatif à l'innovation. Contrairement aux pays occidentaux qui ont mis en place les droits des propriétés intellectuelles, donc des droits pour protéger la propriété intellectuelle. Si vous mettez au point une innovation, si vous devez partager les résultats, les fruits de cette innovation avec la collectivité, demain les autres ou demain vous ne serez plus incités à innover. Mais les Occidentaux ont mis un système contraire, c'est-à-dire donc, un système qui protège les droits de celui qui a innové. Donc si vous avez innové, personne n'a le droit de copier ni de vous voler votre innovation. D'où, s'il veut utiliser votre innovation, l'entreprise ou la personne en question est obligée d'acheter, par exemple, des licences auprès de l'inventaire de l'innovation, ou celui qui a mis au point cette innovation. Donc, c'est ça déjà qui commençait à miner les systèmes soviétiques. Mais je pense que les systèmes soviétiques, le système marxiste, c'était plus un système idéal, une gymnastique intellectuelle fantastique, mais qui ne pouvait pas appliquer de manière... comme un rêve. Absolument. C'était pas réaliste pour vous Non, mais moi je suis un libéral, mais je trouve que le système marxiste n'était pas assez réaliste. Ok, mais dans votre livre, vous avez pas mal de graphiques, de schémas. Je sais pas, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple, nous expliquer où est-ce que vous voulez en venir exactement? Parce que bon, c'est très technique. Je
Je tiens à le signaler, votre livre. Bon, par exemple, oui. Ben, je tombe sur la page 73. Oui. Sur la page 73, hein, il y a la figure 9. Mais sur cette figure 9, donc là, sur cette figure, je montre les deux courbes d'indifférence. La courbe, quand j'enseigne à mes étudiants, je leur dis, la courbe d'indifférence, donc c'est la courbe qui mesure le niveau de satisfaction d'un consommateur. C'est-à-dire, si le consommateur va au marché, hein, bon, il paie, bon, je donne un exemple, si par exemple vous, hein, vous qui avez évolué en France, vous voulez choisir votre époux, vous avez la possibilité de choisir une épouse blanche ou une épouse blanche ou une épouse noire. Donc, que vous prenez l'épouse blanche, que vous prenez l'épouse noire, puisque la blanche et la noire, ce sont des femmes. Donc, elles sont situées, c'est la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire la femme blanche et la femme noire vont vous apporter les mêmes niveaux de satisfaction. Donc, vous serez indifférent entre épouser une femme blanche et épouser une femme noire. Mais vous voyez, la courbe d'indifférence qui est au-dessus, on dit tout point appartenant à la courbe d'indifférence qui est au-dessus hein, apporte un niveau de satisfaction supérieur hein, à la courbe qui est en dessous. Alors, mais si maintenant vous prenez hein, ces traits, hein, c'est les traits de mélange. Donc vous mélangez un peu du sang noir hein, au sang blanc, vous aurez une métisse. Mais vous verrez que hein, donc la courbe d'indifférence passe, donc, qui touche ce point, et au-dessus de la courbe d'indifférence où se situe la femme blanche et la femme noire. Donc cela veut dire que les mélanges apportent une satisfaction supérieure par rapport à... Donc la métisse va vous apporter une satisfaction supérieure par rapport à la femme noire ou à la femme blanche. Pourquoi? Parce que ça se justifie, même sur le plan culturel. Donc elle va vous apporter, parce qu'elle a un peu de culture noire, un peu de culture blanche. Mais si vous êtes avec une blanche, vous êtes focalisé à la culture blanche, donc vous manquez un peu de sauce de la culture noire. Si vous êtes avec une noire, vous êtes focalisé qu'à la culture noire et vous manquez un peu de sauce mais de la culture blanche. Mais c'est ça. Donc, lorsque nous utilisons des graphiques, hein, donc, nous les utilisons pour faciliter les raisonnements au lieu d'utiliser des formules mathématiques complexes. Oui, c'est un exemple assez édifiant. Et donc, à la page 105, il est question du comportement du producteur. Alors, qu'est-ce qui oppose donc le consommateur au producteur? Les consommateurs et les producteurs, il n'y a pas d'opposition entre consommateurs et producteurs. Tous les deux sont des agents qui ne sont jamais en concurrence. Ils sont en complémentarité. Le consommateur, hein, c'est un agent hein, qui est en interaction avec le producteur. Parce que pour consommer, le consommateur vend sa force de travail auprès du producteur. Donc le producteur, ça peut être une entreprise. En échange d'un salaire qui lui permet d'acheter des biens et services pour satisfaire, hein, pour maximiser pardon, sa satisfaction. Alors, donc, vous voyez, les producteurs, pour produire ces biens et services, achètent la force de travail chez les consommateurs. Hein, achètent la force de travail qu'ils combinent avec la matière première pour réaliser, donc produire les biens et services. Donc, ils ne sont jamais en opposition. Et, mais pourtant, on assiste quand même à des conflits d'intérêts entre... Mais là, le conflit d'intérêts pourrait être, par exemple, lorsque nous sommes dans une situation de monopole où il y a un seul producteur et face à des milliers de consommateurs, les producteurs, à ce moment, les consommateurs peuvent fixer des prix abusifs, donc user de son pouvoir de marché. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des conflits. Vous savez, j'avais dit, l'économie est une science qui appartient à la famille des sciences humaines et sciences sociales. Donc, comme science sociale, l'économie étudie les relations entre les hommes et les choses, mais aussi les relations entre les hommes entre eux. Donc, c'est bien normal. Donc, dans une société, quand cohabitent, donc, lorsque cohabitent deux individus de caractéristiques différentes, c'est bien normal qu'il y ait des fois de conflits, mais ce ne sont pas des conflits permanents. Est-ce que le système économique actuel ne favorise pas le concept de l'exploitation de l'homme par l'homme, et qu'on peut aussi appeler l'esclavage moderne?
Non, ça dépend. Parce que les systèmes capitalistes, c'est le meilleur système parce que c'est un système qui permet à l'individu d'entretenir un rêve. Parce que, prenons l'exemple de Steve Jobs. Il fait beaucoup de déchets aussi. Oui, bien évidemment, prenons l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un immigré libanais qui arrive aux États-Unis. Par une idée géniale, il met au point les Mac. Ouais. Et il devient multimilliardaire. Donc, dans les systèmes capitalistes, lorsque vous avez des idées, c'est un système qui favorise l'innovation. Lorsque vous avez des idées, vous pouvez passer du jour au lendemain d'un individu lambda à un millionnaire à connotation internationale. En même temps, il y a aussi les sous pour compte. Oui, mais parce que c'est un système qui entretient la concurrence. Donc, c'est un système qui favorise les plus forts. Alors, lorsque vous vivez dans un système capitaliste, il faut être fort, il faut pas baisser les bras, il faut se battre. Alors, ceux qui baissent les bras, qui cherchent à être assistés, sont exclus de la société, c'est normal. Vous cautionnez cela? Bon, alors, mais moi, en tant qu'Africain, je ne peux pas cautionner cela. C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'État a aussi sa place dans l'économie. Donc, dans les systèmes, si on n'avait pas mis les systèmes de RSA en France, ouais, c'est comme ça que l'État intervient pour assister les plus démunis. Parce que si on laissait les plus démunis, on les lâchait complètement, il y aurait effectivement, ce que vous dites, les déchets. Mais moi, je sais que dans les systèmes capitalistes, il y a... un peu contre nos valeurs africaines aussi. Oui. À la base, je pense que les sociétés africaines étaient beaucoup plus socialisantes. Oui, solidaires, tout ça. Mais les ancêtres africains n'ont pas réfléchi en termes de l'économie moderne. Et l'Afrique, d'un point de vue économique, n'existait pas. Ça, je tiens à vous le dire. L'Afrique, même dans les échanges internationaux, nous n'existons pas. Et quand on essaie un peu de voir les investissements étrangers effectués à travers le monde, l'Afrique n'a que 1%. Du volume des investissements directs étrangers. Donc l'Afrique n'existait pas comme tel. C'est nous, Africains, qui croyons que nous valons quelque chose. L'Afrique n'existe qu'en termes de ses matières premières, c'est-à-dire minières et agricoles. Et cela est dû à quoi? Mais cela est dû à la colonisation. Il fallait que nous soyons assez forts pour ne pas se faire coloniser. Parce que, il y a eu la colonisation. Nous sommes soi-disant indépendants. Mais nous continuons à vivre la colonisation occidentale, déjà, à travers nous continuons à vivre une colonisation culturelle, parce qu'à travers notre consommation, à travers notre manière d'habiller, nous cherchons plus à ressembler à des Occidentaux. Mais revenons un peu à ce que disait autrefois Amadou Hampâté-Bâ. Un morceau de bois peut rester 100 ans dans une rivière, ne se transformera jamais en crocodile. L'Africain a oublié cet adage. Oui, pour rester dans cette même mouvance, dans votre livre, vous n'avez pas parlé de la monnaie, notamment du franc CFA. Dans mon ouvrage, je parle de la monnaie. Peut-être vous n'avez pas fait trop attention. Je parle du franc CFA. Oui, mais je parle du franc CFA, justement. Je parle du franc CFA dans la page 265. Donc, je parle de franc CFA, je dis c'est une monnaie qui permet une intégration régionale, donc elle favorise l'intégration régionale, et puis elle garantit la fixité des taux. Donc, c'est une monnaie qui est avantageuse parce qu'elle permet à différents pays appartenant dans une communauté économique d'échanger facilement. Mais lorsqu'il y a crise, le fait que les différents pays puissent avoir une seule monnaie peut s'avérer néfaste. Je donne un exemple. Supposons que les Congo-Brazza et les Gabon subissent un choc négatif, c'est-à-dire ont un taux de chômage assez élevé et une croissance faible. Et de l'autre côté, les Cameroun
la République centrafricaine subissent un choc positif. Donc, ils ont une croissance importante et un taux de chômage moindre. Alors, les dirigeants congolais et gabonais vont préconiser, par exemple, une politique expansionniste, donc pour relancer l'activité économique. Mais les dirigeants camerounais et centrafricains vont préconiser le contraire. Ils vont plutôt préconiser une politique prudentielle. Alors, vous voyez, donc les différents membres du bloc ne se mettront pas d'accord sur laquelle des politiques économiques mettre en œuvre. Donc, dans cette situation, on voit que la politique monétaire devient inefficace. Donc, il ne restera que la politique budgétaire à appliquer. Donc, vous opposez aussi un peu aux certains Africains qui militent pour une monnaie purement africaine, qui ne soit pas liée à la puissance coloniale, par exemple. Je pense c'est pourquoi je parlais du franc CFA, parce que vous n'avez pas mis en exergue cet aspect, le fait que la monnaie soit liée aux puissances coloniales. Et tout. En ce qui concerne les francs CFA, tout le monde le sait. Les francs CFA, c'est une monnaie qui est gérée par les trésors français. C'est normal qu'on dit en économie, la monnaie est l'expression de la souveraineté nationale. C'est tout à fait normal et noble que certains Africains pensent à ce que les pays africains aient leur propre monnaie. Donc c'est tout à fait normal. Donc, c'est de bonnes causes. Mais le fait d'avoir sa propre monnaie n'est pas facile. Prenons l'exemple de la RDC, qui a sa propre monnaie. Donc, sa monnaie est arrimée au dollar. Il y a cela l'année dernière. Donc, on changeait 100 $ contre 92 000 francs congolais. Aujourd'hui, le dollar est passé, donc on échange 100 $ contre 170 000 francs congolais. Mais les Congolais sont toujours payés comme ils étaient payés auparavant, parce qu'ils sont payés en francs congolais. Donc, non, ce n'est pas la dédollarisation. Donc, il y a des connexions entre les dollars et les francs congolais. Et du coup, cela érode le pouvoir d'achat des Congolais. Et en érodant le pouvoir d'achat des Congolais, donc ça baisse. Donc, ça affaiblit la demande nationale. Or, lorsqu'on affaiblit la demande nationale, donc, ça impacte négativement la croissance. Et lorsqu'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de création d'emplois et il y a augmentation du chômage. Donc, c'est là, attention. Donc, quand vous voulez mettre sur pied une monnaie nationale, il faut que tous les éléments soient réunis. Dédollariser, ça peut être aussi un moyen pour s'assurer cette indépendance, donc cette souveraineté nationale. Parce que quand vous utilisez la monnaie, par exemple la monnaie congolaise, qui est considérée comme étant une monnaie de singe, parce qu'elle ne circule que dans l'espace congolais. Alors, il y a même certains, quand vous effectuez des transactions de montants importants, on vous oblige de le faire en dollars. Donc, c'est que les gens n'ont pas confiance à la monnaie nationale. Cette monnaie ne peut pas être une monnaie de réserve de valeur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la dédollarisation? Non, ce n'est pas la dédollarisation. Donc, le fait de vouloir avoir sa propre monnaie, on parle de la dédollarisation lorsque, dans une économie, on utilisait la monnaie locale et les dollars. Aujourd'hui, il y a d'autres pays au monde qui ont expérimenté ce système. Israël, à l'époque, dans les années 80, lorsque l'État d'Israël a connu une crise énorme, donc avait dollarisé son économie. Mais nous, les Africains, lorsque nous dollarisons notre économie, nous la dollarisons pour l'éternité. Mais si nous dollarisons notre économie, nous transmettrons d'une manière implicite notre souveraineté à la monnaie américaine, parce que nous n'avons pas qualité à battre les dollars.
Et donc, qui est-ce qui oblige les populations à faire les transactions en dollars quand les montants sont assez élevés? Qui les oblige? Non, eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance à la monnaie locale. Et c'est la population elle-même qui décide de faire ces transactions en dollars? Mais bien évidemment, parce que la population... Il n'y a pas une autorité de régulation monétaire et tout ça? L'autorité de régulation monétaire, il faut que, pour faire appliquer les lois, il faut avoir les moyens pour les faire appliquer. Mais on ne décrète pas des lois comme ça et puis on attend que la population les applique comme telles. Et donc, bon, maintenant, donc nous arrivons donc à notre rubrique dans notre émission. Et nous avons la rubrique qui est l'expression de la semaine. Alors donc, on va vous faire lire, par exemple, quand je vous dis riz jaune, vous pensez à quoi? Riz jaune. Quand vous dites riz jaune, je pense à la honte. Voilà, ok, écoute, on va vous faire lire. Voilà, c'est l'expression de la semaine, riz jaune. Riz jaune. Les proverbes, c'est rapportant à la drôlerie, ne manquent guère dans notre répertoire idiomatique. Apparaissant sous les traits linguistiques et atypiques de pleurer, de rire. Rire sous cape, rire à gorge déployée, rire comme un bossu, avoir un fou rire. Les rires jaunes évoquent quant à lui une forme d'ironie et d'humour décalé. Il désigne l'attitude d'un individu qui, contrarié par des propos désobligeants, s'esclaffe pour masquer sa colère, son désarroi. Sous le siècle de Louis XIV, ce ton prend toute son ampleur chez les moralistes Saint-Simon, qui définit ainsi les teints des hépatiques, souvent blafards, qui riaient nécessairement de manière forcée. Cette expression recense à l'étranger des équivalents singuliers. Ok, merci. Donc c'est l'expression riz jaune, on en sait un peu plus. C'est l'expression de la semaine dans cette rubrique. Et puis bon, on a aussi une rubrique qui est en librairie où nous présentons quelques œuvres d'auteurs. Comme vous le voyez, nous avons pas mal de livres sur nos tables. Et là, c'est votre livre à vous, Éléments d'analyse économique. Voilà, ça, c'est mon ouvrage. Donc, paru chez L'Harmattan. La charité la bien ordonnée commence, bien ordonnée commence par soi-même. Et il y a je vous laisse présenter. les livres de Marie Lissouk, Mon cœur. Que nous avons déjà reçu. Oui, oui, avant moi. Mon cœur est ailleurs. Et là, j'ai votre ouvrage, Théologie africaine, c'est l'ouvrage du journaliste Simplice Animaux. Modestement, d'ici. Et ici, vous avez... j'ai chance. C'est un ouvrage édité par Edilivre, par Bao Dorothy. Oui, donc, nous avons aussi reçu l'ouvrage d'Angéline Yenia Touré, Les Goffets d'Afouka. Okay. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Sur la musicologie, je crois, la forme d'expression musicale en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le livre de Paul des Allemands, oui, et Yves Stalloni. Oh, ben ça pourrait être assez intéressant. Oui, 365 proverbes expliqués. Oui. Mais j'aimerais savoir de quel proverbe s'agit-il. On va aussi présenter Michael Nativel, qui sera notre invité prochainement, oui. Traversée de l'existence, roman. Voilà, donc c'était dans la rubrique livre de chevet. Et puis, voilà, aujourd'hui, nous avons rapidement vous parler d'un auteur, Jules Verne, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, mais Jules Verne, je connais partiellement, parce que je ne l'ai jamais étudié, mais je l'ai entendu parler. C'est l'auteur à qui nous avons décidé de faire un clin d'œil, Jules Verne. Donc, c'est un auteur qui était en avance sur son époque. Il avait par exemple prédit le voyage de l'homme sur la Lune dans l'une de ses fictions qui s'appelait Voyage au centre. Il avait Voyage au centre de la Terre à la Lune. Déjà écrit en 1865, il avait écrit une fiction où il prédisait l'homme qui voyageait sur la Lune, par exemple. Alors donc, c'est un ouvrage qui a dit inspirer les humains. Donc un ouvrage prémonitoire. Oui, on peut dire qu'il a été en avance sur son temps. Et donc mon livre de chevet, donc voilà, donc
voilà, rapidement. Et vous avez un livre pratiquement, vous, qui vous a marqué dans votre parcours, soit scolaire ou dans la vie? Moi, l'ouvrage qui m'a marqué dans mon parcours scolaire, c'est l'ouvrage de John Kenneth Galbraith. Il fut professeur à Harvard, il était même professeur du président John Kennedy. Et quand Kennedy devient président de la République des États-Unis au début des années 60, il va les nommer ambassadeurs en Inde. Alors, cet ouvrage s'intitule « Le nouvel État industriel ». Donc, il a tout dit. Sur l'économie, toujours? Sur l'économie. Moi, c'est toujours sur l'économie. Depuis longtemps, vous étiez déjà... c'est un ouvrage que je lis au début... Non, que je lis en 1979. Et vous étiez à quelle classe? J'étais en première année de faculté et, à l'université Paris 13, où j'ai eu Derlin Zensou comme enseignant. Ah oui, et vous avez toujours ce livre? Si, je l'ai toujours. Vous auriez dû venir avec. Mais dommage. Ok. Bon, par contre, on parle de plus en plus dans les médias de pays émergents. La plupart des pays africains disent aujourd'hui qu'ils sont émergents. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme des pays émergents? Lorsqu'on parle de l'émergence, donc, que veut dire l'émergence? Donc, on parle de l'émergence en ce qui concerne les pays non développés. Alors, parmi les pays non développés, c'est là qui sont plus dynamiques, qui sont mieux insérés dans la mondialisation, donc le commerce international, et qui réalisent donc un PIB important, sont aujourd'hui dits des pays émergents. Moi, j'entends aujourd'hui partout, même en RDC, le Premier ministre Matata Ponyo parler de l'émergence de la RDC. Il disait que la RDC est maintenant debout, peut marcher vers l'émergence. Mais je ne sais pas si il sait bien regarder les choses. La RDC est couchée. Comment quelqu'un qui est couché peut marcher sur l'émergence? Parce que pour marcher sur l'émergence, il faut d'abord que les pays arrivent à satisfaire les besoins fondamentaux. Ces besoins, tels que les définit François Pérou, donc il faut que les pays arrivent à nourrir son peuple. Donc on parle de l'autosuffisance alimentaire. À l'éduquer. Parce que lorsque les hommes sont éduqués, ils sont des citoyens. Mais lorsqu'ils ne sont pas éduqués, ils deviennent des sujets. Alfred Sauvy. Parce que s'ils deviennent citoyens, ils ont des droits et des devoirs. Mais lorsqu'ils sont citoyens, ils ont des droits et des devoirs. Mais lorsqu'ils deviennent sujets, ils n'ont que de devoirs. Alors, il faudrait les soigner et les loger décemment. Donc, les pays africains, je fais quand même pas mal des pays africains. Donc il y a même un seul pays émergent en Afrique? En Afrique subsaharienne, s'il y a un pays... Et la Côte d'Ivoire, par exemple? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de pays émergents, parce qu'il n'y a pas de pays qui arrivent à remplir ces 4 critères et à être dynamique. C'est-à-dire... Même l'Afrique du Sud? Bon, l'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud, on peut parler de l'émergence de l'Afrique du Sud. Mais pour ce qui est de l'Afrique du Sud, bon, l'émergence, oui, mais quand je vois la manière dont la répartition de richesses est distribuée en Afrique du Sud, ça m'écoeure un peu en tant qu'Africain. Donc, c'est une émergence qui ne profite pas à la population. Donc pourquoi, comment expliquez-vous ce fait que, subitement, tous ces pays parlent d'émergence? Est-ce pour tromper le peuple ou... L'émergence, on en parle souvent à la veille des campagnes politiques, à la veille des élections. Donc c'est pour se donner bonne conscience. Et en plus, c'est un mot à la mode. Vous connaissez bien les dirigeants africains. Et donc peut-être, est-ce que c'est pas... bon. Est-ce que tous ces dirigeants qui parlent de l'émergence, mais savent qu'est-ce qu'est l'émergence? Jadis, ils parlaient de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ils parlent de l'émergence. Quand un mot arrive à la mode, les Africains se ruent sur ces mots comme de fourmis et puis ils se mettent à l'évoquer pour faire plaisir. Quel serait dans votre coup de cœur le conseil que vous pouvez donner à ces dirigeants pour réellement
quelle stratégie mettre en place pour que le pays puisse vraiment atteindre l'émergence ou le développement, ou qu'il y ait vraiment la stabilité, la paix et tout? Ben, je dirais à tous les dirigeants africains, en commençant donc, au magistrat suprême des nations africaines, de respecter la loi, de respecter les institutions, de respecter les règles de droit qui garantissent le bon fonctionnement et le contrôle de l'État. C'est tout? Vous pensez qu'avec ça, on peut... S'ils arrivaient à les respecter, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que nul soit au-dessus de la loi, je crois que l'Afrique va créer des conditions appropriées pour son décollage économique. Et je parie que si il le faisait, je vous dis, on peut se donner rendez-vous. Dans 10 ans, on se retrouvera dans ce même plateau. Vous me donnerez raison, vous verrez que les pays africains feront un bond qualitatif vers le développement. Ok, donc voici votre ouvrage Éléments d'analyse économique de Dr Jacques Kiambou dit Tuema. Donc, docteur, on a une tradition, vous allez nous faire une dédicace de votre livre, parce que notre émission tire à sa fin, et vous allez nous dire ce que vous écrivez. Voilà, je vous donne un stylo. J'adresse la dédicace à la station, notre BZD-TV. Et vous nous dites en même temps ce que vous écrivez. On aimerait bien vous entendre. À la BZD-TV. Recevez à travers cet ouvrage mes encouragements pour un succès prochain. Donc alors c'était l'émission Le Livre en question avec Docteur qui nous fait actuellement une dédicace sur le plateau. Voilà, l'émission Le Livre en question. Voilà, donc Docteur, merci. Merci. Voilà, et donc on se donne rendez-vous pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en question. À très bientôt. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.